Bonjour, je m'appelle Sophie et c'est depuis Marseille que je vais vous lire le chapitre 89 du Cartographe des Indes boréales d'Olivier Truc. Ce chapitre s'intitule Le Salon d'Alexandre. Cette âme sainte et divine est en l'Église ce que l'aurore est au firmament. Isco avait cessé de compter. Il écoutait d'une oreille distraite les avis des uns et des autres sur le destin de la Laponie. Toutes les terres appartiennent à la couronne. Qu'ils fournissent donc la preuve que ces terres sont les leurs. Que les Lapons nous fournissent des fourrures et du poisson. Et bien que les paysans cultivaient la terre, chacun à sa place et tout ira bien. Les représentants de la haute noblesse approuvaient. Chacun à sa place, songea Isco, et la leur bien au chaud. Après plus de 10 années de captivité à arpenter son cachot, tenir en place sur un fauteuil, aussi moelleux soit-il, lui demandait un effort. Il se concentra sur les tapisseries guerrières et les portraits royaux encadrés de dorures qui ornaient le salon d'Alexandre du château. Il faisait frais et humide, mais Isco avait aussi cessé d'avoir froid. L'agencement de la salle avait été bouleversé. C'est ici que Christina avait rencontré les 2 prêtres jésuites italiens déguisés en marchands. Voilà plus de 20 ans déjà. On avait tout remeublé pour faire oublier la période Christina. Personne ne devait plus nommer ce salon d'après le conquérant que Christina admirait. Ce surnom aussi avait dû être rayé des mémoires. Christina était, paraît-il, de retour à Rome. Anna avait raconté à Isco sa visite à Stockholm quelques années plus tôt. Elle venait réclamer de l'argent. Cela s'était mal passé. Anna n'avait pas été autorisée à la rencontrer. La réaction, menée entre autres par Karl Pontanus, se poursuivait. Quand Isco y songeait, il lui semblait qu'elle n'avait jamais cessé. Il se rappelait les mises en garde de Nicolas Colvert. Le vieux marchand hollandais, tout en cultivant ses contacts à la cour et chez les pasteurs, ne s'était jamais fait d'illusions. Il avait consacré ces quelques semaines de liberté à se refaire une santé chez Ambrosius. Son ami, plus gras que jamais, l'avait mis en garde. Les procès en sorcellerie se multipliaient, les papistes étaient chassés. Isco, affaibli par la captivité, avait trouvé la force de sourire quand son ami lui avait rapporté des nouvelles de Stockholm. Sorcellerie, papisme, on dirait que tu dresses mon portrait en creux. Ne plaisante pas avec ça, Isco. Je t'ai sauvé la mise plusieurs fois au nom de notre amitié, mais les taux se resserrent. Au nom de notre amitié et des contrats juteux que je t'ai apportés. Mais explique-moi le miracle de ma sortie de prison. Pontanus a-t-il été touché par la grâce ? Sans lui en dire plus, le géomètre lui avait assuré qu'il devait être présentable pour des rencontres imminentes au château et l'avait gavé de bouillie à la cannelle et de viande fraîche. Et avant de poursuivre, je tiens encore à souligner le rôle éminent de l'évêque Karl Pontanus, sa mansuétude et son sens de l'État. Ambrosius Burman avait remarqué que le jeune roi Charles XI, qui allait sur ses 18 ans, venait de se montrer dans l'embrasure, curieux de cette réunion qui se tenait dans l'aile du château réservé aux affaires du royaume. Quelques généraux, le grand chancelier et des conseillers le suivaient. Tout le monde se leva. Ambrosius, fidèle à son art de courtiser les puissants, en avait profité pour flatter l'évêque en présence du souverain. Pontanus fut sensible à l'attention, le fit savoir d'un bref signe de tête. Son sens de l'État, réagit Charles XI avec un mouvement de tête qui anima sa longue perruque châtain qui lui tombait sous les aisselles. Le sens de l'État, c'est moi. Isco eut l'impression qu'Ambrosius se disloquait sous leurs yeux. Eh bien, évidemment, Votre Altesse. Je ne tenais qu'à remercier Monseigneur pour avoir attiré notre attention sur la présence de M. Isco d'Etcheverry dans nos prisons et de l'aide précieuse qu'il pourrait apporter à la mission exaltante que vous nous avez confiée. Ce sont ces cartes qui ont grandement servi à l'élaboration du royal décret. Ah oui, remarqua le monarque, ce fameux Français, ami proche de ma chère tante, sulfureux à souhait comme elle. J'espère que l'hospitalité et le bien-être de notre prison vous auront ramené à de plus sages dispositions. Isco à son tour s'inclina. Fort bien, fort bien. Mes amis français sont ici chez eux, vous le savez. Au diable ces peccadilles passées, un roi fort, voilà tout ce qu'il nous faut. J'apprécie la hardiesse de votre roi Louis XIV, sa faculté à saisir les rênes du pouvoir à la mort de Mazarin. Un exemple. Il se tourna vers ses conseillers et ministres qui baissèrent la tête comme un seul homme. Vous savez sans doute, monsieur, reprit-il, que nos 2 pays constituent désormais une fédération, et tous 2 nous partageons cette même idée, la seule idée. Il pointa le doigt vers l'un de ses conseillers. Un roi fort pour un État fort. Charles XI sourit, satisfait. Ce jeu de dupe fatiguait Isco. Pontanus jouait avec ses nerfs pour une raison qui lui échappait. Depuis sa sortie du cachot, il n'avait pas revu Anna. Ça n'avait pas de sens.
Ça ne pouvait être que le fait de Pontanus. Il avait laissé Anna venir le visiter toutes ces années en captivité, sans ignorer sûrement le moindre moment de ces entrevues furtives. Et maintenant libre, il les maintenait à distance. Autour de la pièce, Ambrosius, Schäferus, cet érudit de Strasbourg qui œuvrait à son ouvrage sur la Laponie, le pasteur Neurus qui avait l'oreille de Pontanus, ce dernier et quelques nobles siégeaient depuis des heures, des hommes vieillis, au fait de leur pouvoir. Et moi, au milieu qu'on a sorti de son cachot, pour m'y renvoyer peut-être, une fois cette mascarade terminée. À ce qu'il paraît, votre ambassadeur s'inquiétait de vous, continuait le roi. Nous sommes contents de pouvoir le rassurer. Bien, et tout avance selon nos désirs? Qu'on m'explique. Monseigneur, je vous en prie. Karl Pontanus, qui s'était levé comme tout le monde à l'entrée du roi, inclina la tête. Votre Excellence, nous mettons au point les derniers arrangements afin de lancer votre grande politique visionnaire du Nord. Cette Laponie va enfin remplir nos caisses? L'importance des mines, Votre Altesse, ne cesse de... Je sais tout cela. Je vous rappelle que l'ordre porte ma signature. Pontanus se courba. Le gouverneur du Nord, Johann Gran, prétend que la politique menée jusqu'à présent était contre-productive, d'où ces propositions plus douces que nous allons mettre en œuvre. Je sais cela aussi. Ce gouverneur qui vous a écrit, n'est-ce pas, monsieur de la Gardie? Releva le souverain, tandis que le grand chancelier derrière lui s'inclinait. Charles XI pivota vers lui. Son point de vue vous a séduit. Il se tourna de nouveau vers Pontanus. Je sais que ça ne vous plaît guère, monseigneur. Vous êtes partisan de méthodes plus radicales pour soumettre ces lapons. Mais c'est au détriment de nos affaires, vous en conviendrez. Je m'incline volontiers devant les arguments du gouverneur et du conseiller et devant la sagesse de votre Altesse. Monsieur d'Etcheverry, n'ai-je pas raison? À ce que l'on m'a dit, quand vous ne trucidez pas mes sujets, vous mettez votre fougue au service de votre art, et l'on m'assure que, tout Français que vous soyez, vous êtes l'un des meilleurs connaisseurs de ces régions. Isco s'inclina. Pour vous servir. Vous approuvez mon plan? Isco ne s'attendait pas à être ainsi sollicité par le jeune roi. Il regarda Ambrosius, qui l'encouragea d'un geste du menton, tandis que Pontanus affichait un visage tendu. Parlez en confiance, monsieur d'Etcheverry, vous n'avez que des amis ici. Comme monsieur le grand géomètre du royaume le rappelait, mes cartes ont servi de base pour l'expédition que le gouverneur Gran a lancée il y a 2 ans pour établir les limites des parcelles de chacun. Un travail minutieux et remarquable, apprécia le roi, qui nous a permis, j'en suis sûr, d'avancer grandement dans la connaissance de ce monde. Précisément, Votre Altesse, cette expérience m'a fait comprendre que les Lapons restent encore très attachés à leurs traditions anciennes et à leurs lieux de culte. Hélas, regretta le roi, on m'a rapporté en effet que la foi chrétienne a du mal à pénétrer ces terres, mais nous n'en sommes qu'au début. Si Votre Altesse le permet, il me semble que les idées chrétiennes ont par le passé pénétré ces terres. Il en reste des traces et... Suffit! À la stupéfaction générale, l'évêque Karl Pontanus venait de frapper du poing sur la table. Que de blasphème! Poursuivit l'évêque, peu soucieux des regards qui convergeaient sur lui. Prétendre qu'en Laponie, la parole du Christ aurait irrigué ces montagnes où ne prolifèrent que sortilèges et esprits démoniaques et n'aurait pas eu la force de transformer ces sauvages en bons chrétiens? Avez-vous tellement perdu toute notion du bien et du juste? Pontanus se leva et s'approcha du roi. Il allait poursuivre, mais Charles XI opposa un geste d'apaisement. Laissons le cartographe développer. Je m'intéresse à son sens de l'observation, pas à sa foi. Nous savons bien qu'en ce domaine, vous êtes seul juge, monseigneur. Certains Lapons ont pu recevoir la visite de missionnaires dans le temps. Ils ont pu en conserver certains éléments qu'ils ont intégrés à leur propre religion. Et j'imagine que vous pouvez prouver ce que vous avancez? Cette fois-ci, la voix de Pontanus s'était faite en apparence plus conciliante. Isco savait qu'il n'en était rien. J'ai entendu parfois des habitants du Nord en appeler à Marie. En appeler à Marie? Allons donc, vous ne seriez pas en train de nous dire que se pratique en secret un culte de Marie fomenté par les catholiques? Soyons sérieux. Que des Lapons aient entendu le nom de Marie et le répètent sans comprendre ce qu'ils disent, la belle affaire. Ils croient qu'en parlant de Marie, ils vont amadouer les marchands. Ils font ce que font les chiens savants pour obtenir un biscuit. Ils savent aussi répéter le mot eau-de-vie, et bien mieux. Des murmures d'approbation parcoururent le salon. Isco jugea préférable d'en rester là. La réaction de Pontanus était suffisamment éclairante pour lui. Il craignait qu'on puisse soupçonner que les Lapons aient pu être christianisés dans le passé, à l'époque catholique. L'échec de Pontanus symboliserait celui de la mission protestante face à la catholique, impensable pour Pontanus. Le roi attendait qu'il poursuive.
Si des paysans suédois sont envoyés prendre des terres à proximité d'anciens lieux de culte lapon, reprit Isco, cela risque de provoquer des conflits qui seront contre-productifs pour votre politique. Je l'ai vu moi-même voilà bien longtemps lors de l'implantation d'une chapelle, voyage auquel participait d'ailleurs monseigneur Pontanus sur une partie du trajet. Pontanus hocha simplement la tête. La discussion reprenait un fil plus conforme à son souhait. Le roi réfléchit un moment. « Mais que pensez-vous du décret ? J'ai vu de mes yeux combien les lapons souffraient d'être forcés au transport du minerai. Les rennes meurent, les chasseurs et pêcheurs lapons fuient, la couronne perd d'importants revenus en peau, en poissons, en capacité de transport. Donc, le décret prévoit que les terres qui appartenaient jusqu'ici aux lapons appartiendront désormais à la couronne. Et je ne suis pas sûr, le roi le coupa. Le décret ne dit pas ça, monsieur d'Etcheverry, vous extrapolez. Nous ouvrons seulement la possibilité aux paysans d'exploiter des terres plus avant dans les terres de Laponie, rien d'autre. Les conseillers échangeaient des sourires entendus. Toutes ces terres qui ne sont pas utilisées, c'est du gaspillage, dit l'un à l'habit bleu roi et au bas crème. Les avis de M. Grane sont limpides, admit le grand chancelier Magnus de la Gardie. Nous avons trop voulu protéger les lapons en tenant les paysans à l'écart de leur territoire. Tout cela est fini. M. Grane a raison, reprit celui à la tunique bleue. En permettant aux paysans de s'installer loin dans les terres, nous soulagerons les lapons du travail de la mine. N'est-ce pas diminuer leur souffrance demanda le roi à Isco. Certes, votre Altesse, mais les lapons ont besoin de vastes territoires pour leur règne depuis qu'ils ont été obligés de constituer d'importants troupeaux. Vaste, vaste, n'exagérons pas, coupa le conseiller à l'habit bleu. Toute terre qui n'est pas exploitée est une terre perdue pour les caisses du royaume. Si une terre est exploitable, les lapons n'auront qu'à s'installer un peu plus loin, voilà tout, à moins qu'il n'ait un acte de propriété à nous montrer. Pontanus et toutes les personnes dans la pièce sourirent. Ils savaient très bien, comme Isco, que les lapons n'avaient aucune trace écrite. Et puis ces lapons ont été bien assez protégés. On ne les envoie pas à la guerre, que je sache, afin justement qu'ils s'occupent de leurs rennes et chassent. Demandez donc aux paysans ce qu'ils en pensent d'être envoyés à la guerre. Mon ordonnance qui m'a suivi sur les champs de bataille m'a assuré que dans son village, Bigdea, 4 hommes sur 5 n'en sont pas revenus, approuva un général. Il ne manquerait plus qu'on leur demande leur avis, s'esclaffa un homme, membre du collège de l'administration royale. Tout le monde rit avec lui. Charles XI les fit taire. Nous avons besoin dans le Nord de paysans capables de travailler les terres pour remplir nos caisses, pas de morts vivants. Monseigneur, les avis seront lus dans les églises du Nord dès cet automne, expliqua Pontanus. Fort bien. Et monseigneur, emmenez donc ce Français qui connaît si bien les lapons, qui nous fasse une carte des lieux de culte lapon et qu'on n'y installe pas de paysans. Et son retour en grâce plaira à nos chers alliés français. Pontanus inclina la tête. Un choix judicieux, votre majesté. Je veillerai personnellement à ce que sa carte soit la plus précise possible pour la plus grande réussite de votre politique. Voilà, c'est ainsi que s'achève le chapitre 89. Je vous remercie de votre écoute. Je suis ravie d'avoir participé à cette initiative. Bonne journée. Au revoir.